Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 septembre 2025 et notre ami John Helmer est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, John. Merci de me voir, Mtinima. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime avant que nous commencions afin de nous aider à toucher un plus large public. John, en ce qui concerne la dernière attaque sur Kiev, selon vous, quelle était la nécessité de cette attaque et quel en était l'objectif principal? Nous avons eu l'attaque russe sur Kiev, puis une riposte des Ukrainiens sur Donetsk et d'autres régions. Quel est votre avis à ce sujet? Tout d'abord, quelques clarifications. Les rapports selon lesquels la partie russe aurait visé le cabinet, le bâtiment du Conseil des ministres à Kiev, sont faux. Il s'agissait d'une frappe accidentelle. Les preuves avancées par les Russes, ainsi que mes propres sources, montrent qu'il y a eu une frappe accidentelle d'une partie d'un missile Iskander. Et les dégâts infligés au bâtiment ne correspondent pas aux charges habituelles des drones russes, des Iskander ou d'autres missiles balistiques. Mettons donc de côté les spéculations sur les raisons pour lesquelles les Russes auraient voulu frapper le bâtiment du cabinet, car ils n'avaient pas l'intention de le faire. Quelle est donc l'intention? Eh bien, le président Poutine a clairement indiqué que s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas d'avancée des groupes de travail pour parvenir à des accords significatifs, il l'a répété à plusieurs reprises ces derniers jours, la question devra être réglée par des moyens militaires. Et nous avons assisté à une démonstration croissante de la capacité militaire russe, et il est plus ou moins incertain de savoir à quel point cela est durable ou soutenu. L'état-major souhaite depuis longtemps, et nous en avons déjà parlé, mener une campagne de guerre électronique. Et il s'agit depuis longtemps d'un objectif stratégique russe, de plonger l'Ukraine dans le noir et de couper l'approvisionnement en électricité, afin que les armes ne puissent pas circuler, que les dirigeants européens ne puissent pas prendre le train depuis la Pologne vers Lviv et Kiev, etc. La campagne de guerre électrique a frappé Tripilska, une centrale électrique, ce qui a considérablement plongé Kiev et d'autres régions connectées dans le noir. La durée de la coupure de courant reste à déterminer, mais il est clair qu'après que le président Poutine a proposé au président Trump, lors de leur conversation téléphonique en février dernier, une suspension des attaques contre les infrastructures énergétiques, la partie russe a effectivement suspendu la campagne de guerre électrique. Depuis, la partie ukrainienne a tenu à préciser qu'elle n'était pas liée par cette offre, et elle a attaqué des raffineries de pétrole russes ainsi que d'autres infrastructures énergétiques, y compris l'oléoduc Druzhba, afin de signaler à la Slovaquie et aux Européens de l'Est, qui s'approvisionnent en pétrole et en gaz par cette voie, que les Ukrainiens ont l'intention de la mettre hors service. Eh bien, il y a une différence significative dans les niveaux de dégâts des deux côtés, mais il y a une escalade importante du côté russe pour maintenir l'obscurité. Ainsi, je considère le week-end, je vois la tactique, la stratégie de l'état-major général, et mes sources aussi, comme une démonstration d'une capacité militaire croissante visant à forcer la capitulation du côté ukrainien. Le taux de perte annoncé chaque jour par le ministère de la Défense reste aux alentours de 1300. Ne discutons pas de l'exactitude de ce chiffre. Regardons simplement la tendance du taux. Cela montre un niveau croissant d'opérations terrestres le long de la ligne de contact, une progression vers l'ouest, un succès grandissant dans l'encerclement des forces ukrainiennes restantes, en particulier les unités Azov, et une portée accrue vers le nord, le sud et l'ouest. Récemment, l'état-major général a fait une plaisanterie russe en montrant une carte sur le mur derrière le général Gerasimov lors d'un briefing.
sur laquelle on pouvait voir, comme tout le monde était censé le voir, que la région rouge russe s'étendait de Kharkov au nord à Odessa au sud. C'est le genre de rêve pour les podcasts et les réseaux sociaux, pour spéculer sur ce que cela signifie. Ce que cela signifie, c'est une référence humoristique aux objectifs à moyen et long terme. Ainsi, le camp russe montre que si le président Trump n'est pas capable d'obtenir de véritables négociations, l'armaristren est zankavorys rismexis et militso. Its war aims by military means. If the European side aims to put troops on the ground, Si le camp européen envisage de déployer des troupes au sol sous une forme ou une autre, comme l'a déclaré le président Poutine l'autre jour à Pékin puis à Vladivostok, elles deviendraient des cibles pour une attaque russe. La riposte ukrainienne est létale pour certains individus. Elle vise à montrer aux Européens que l'Ukraine est capable de poursuivre la guerre. Mais cela reste une action de faible envergure. Oui, les journalistes occidentaux peuvent affirmer qu'environ 20% de la capacité de raffinage russe a pu être détruite. Mais dans la phrase suivante, ils doivent admettre que sous 7 jours ou un peu plus, cette capacité sera réparée. Voilà ce que nous entendons par une démonstration ponctuelle de la capacité à poursuivre la guerre d'un côté et la démonstration stratégique que la capitulation ukrainienne, la destruction des forces terrestres et les capacités de l'Occident à poursuivre la guerre, c'est cela la politique russe. John, il semble que l'administration Trump et l'Occident, tout l'Occident, car Scott Bessent a dit qu'ils allaient discuter avec les Européens, et nous avons eu le représentant européen qui s'est rendu à Washington pour parler avec l'administration. Essaye de faire quelque chose avec les pressions qu'ils veulent exercer sur la Russie. Voici ce que Lotnick a dit à propos de l'Inde. Ils ne veulent pas encore ouvrir leur marché, arrêter d'acheter du pétrole russe ou cesser de faire partie des BRICS, n'est-ce pas? Ils sont la voyelle entre la Russie et la Chine. Si c'est ce que vous voulez être, alors allez-y. Mais soit vous soutenez le dollar, soit vous soutenez les États-Unis d'Amérique, soit vous soutenez votre plus grand client, qui est le consommateur américain, ou alors vous allez payer une taxe de 50%. Et voyons combien de temps cela va durer. Je pense que la question principale serait, l'Inde va-t-elle tout sacrifier dans l'espoir d'une meilleure relation avec les États-Unis? Est-ce dans l'intérêt de l'Inde? La réponse simple est donnée par le Premier ministre Modi. La réponse est non. Et un type comme le secrétaire au commerce, Lutnick, n'est pas un représentant sérieux de la politique militaire américaine, qui s'est tourné vers une relation stratégique avec le Pakistan, ni un représentant sérieux du commerce bilatéral. Il ne fait que refléter ce genre de conception primitive de Trump, selon laquelle l'escalade des menaces et les attaques militaires ou tarifaires contre les plus faibles forceront l'obéissance. Puis-je faire une remarque? Je trouve que parler d'un homme comme Lutnick n'apporte pas grand-chose à notre public. Lutnick et Vitkov sont des porteurs de valises. Ce sont des intermédiaires pour des pots de vin massifs. Et ce sont des hommes de main. Ceux qui portent la valise, qui récoltent l'argent après que les États-Unis ont menacé d'intimider et de faire pression sur des pays plus faibles ou sur des pays qu'ils considèrent comme tels. Weaker countries or countries it thinks to be weaker. Let's not talk about him. Ne parlons pas de lui. Essayons de montrer ce qui est faible, ce qui est confus et ce qui reste fort dans la composition des États-Unis. Je pense que, et pourquoi l'Inde, le Venezuela, l'Irak, le Myanmar, le Canada et la Suisse sont choisis comme cibles tarifaires. D'accord. D'un côté, il y a la confusion comme tactique américaine. Vous voyez par exemple, lors de l'annonce à la Maison-Blanche du changement de nom du département de la Défense en département de la guerre, le général Dan Kane, chef d'état-major général, un officier des forces spéciales et ancien pilote, a dit très peu de choses.
Il ne s'exprime pas très bien. Mais il a souligné que l'objectif des États-Unis, et je vais simplement le lire, je regarde le texte qu'il m'a donné, le rôle de la stratégie américaine est clair et sans ambiguïté. Instaurer la paix par une force écrasante. Je rappelle à tout le monde que l'armée américaine peut atteindre n'importe quel adversaire, au moment et à l'endroit de notre choix. C'est la domination de l'escalade, l'intimidation, un multiplicateur de puissance. Nous vous attaquerons quand vous vous y attendrez le moins. Nous nous en prendrons aux plus faibles. Et puis Pete Hegseth a dû dire l'autre partie de cette formule. Monsieur le Président, a-t-il dit lors de cette réunion au ministère de la Guerre, le ministère de la Guerre, je regarde ce qu'il a dit, va mener des combats décisifs, pas des conflits sans fin. Il va se battre pour gagner, pas pour ne pas perdre. Nous allons passer à l'offensive, pas seulement à la défense. Létalité maximale, pas l'égalité tiède. Effet violent, pas politiquement correct. Voilà le discours guerrier de ceux qui ne veulent pas perdre de guerre et choisissent des cibles où les États-Unis pensent disposer d'une force écrasante. Nous avons assisté à une démonstration de l'attaque américaine. Et Trump a souligné ce point en félicitant Kaine à ce sujet lorsque les usines iraniennes de traitement nucléaire ont été attaquées. Mais il n'y avait aucune défense. Ils ont attaqué l'Iran dans des circonstances où ils savaient qu'il n'y aurait pas de riposte. Plus récemment, nous avons vu l'absurde démonstration de ce que Kaine a qualifié de force écrasante et de létalité maximale, selon les mots de Hegseth, lorsque les États-Unis ont tiré un drone sur un hors-bord quelque part dans les Caraïbes, tuant tous les individus à bord, prétendument parce qu'il s'agissait d'un bateau vénézuélien impliqué dans le trafic de drogue. La guerre pour gagner. Voilà leur tactique militaire, avec la confusion sur les cibles et l'incertitude comme atout. On retrouve la même chose dans leurs politiques économiques. La même approche consistant à attaquer des cibles perçues comme faciles. L'Inde avec un tarif punitif de 50%, le Brésil à 50%, le Canada à 35%. Canada for 35%, Switzerland for 39%, although Switzerland got a carve-out for... La Suisse pour 39%, bien que la Suisse ait obtenu une exemption pour l'or et les produits pharmaceutiques. Son tarif réel est d'environ 12% ou 15%. L'Irak, le Myanmar, la Serbie, ce sont les cibles pénalisées. Pas grand-chose, n'est-ce pas? Ni la Chine, ni même l'Union européenne. Mais nous venons de voir que le secrétaire à l'énergie, Christopher Wright, un vendeur de technologie pour le pétrole de schiste, a menacé que les États-Unis n'imposeraient pas de sanctions secondaires supplémentaires contre le commerce du pétrole, auquel Lutnick faisait référence, à moins que les Européens n'arrêtent d'importer du pétrole et du gaz russe. On peut s'attendre à ce qu'un représentant du secteur du pétrole de schiste aux États-Unis, on peut s'attendre à ce que Wright tente d'utiliser les sanctions secondaires pour faire monter le prix du pétrole, afin de rendre à nouveau son secteur, le pétrole de schiste, plus rentable. Mais encore une fois, que signifient réellement ces menaces contre des cibles? Eh bien, je dirais, comme nous en avons déjà parlé, que la stratégie des États-Unis est d'éviter de perdre une guerre. Deuxièmement, il s'agit de séquencer à la fois la guerre économique et les tactiques militaires, afin de maximiser l'impact de la supériorité militaire américaine contre une cible qui soit n'est pas capable de se défendre, soit ne se défend pas, soit n'est pas prête à se défendre. Donc, on fait exploser le hors-bord et on attaque les installations iraniennes de stockage et de traitement nucléaire. Et c'est la doctrine Trump, selon ses propres mots, l'anéantissement. Or, cela se produit alors même que la Maison-Blanche comprend que rien de tout cela ne rapporte de voix. Et c'est vraiment important. Je peux le montrer, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse le voir. D'accord. Que vais-je dire? L'approbation du travail du président Trump est en baisse. Ça va mal.
L'approbation de sa gestion de la guerre entre la Russie et l'Ukraine se détériore. En d'autres termes, tout ce que nous avons dit ne change rien aux calculs qui sont au cœur de toute Maison-Blanche, pas seulement celle de Trump. J'ai moi-même travaillé à la Maison-Blanche sous l'administration Carter, et plusieurs de vos invités, podcasteurs, ont été dans d'autres administrations, par exemple. Craig Roberts, par exemple. Le calcul déterminant a toujours été les voix. Le calcul déterminant concerne toujours les élections de mi-mandat et la prochaine élection présidentielle. Et la situation paradoxale à laquelle Trump lui-même est confronté, il la comprend à moitié non. Mais Stephen Miller, le chef de cabinet adjoint, lui, comprend. Le problème, c'est que tout ce discours de guerre ne fait pas gagner des voix, il en fait perdre. Cela ne renforce pas la base MAGA, cela l'affaiblit, augmente le nombre d'indécis et rend l'issue dans les États clés plus incertaine. Alors, quelle est leur réponse? C'est de militariser la prochaine élection. L'approche de Stephen Miller, c'est celle de Trump. Appliquer la stratégie étrangère au champ de bataille intérieur. Washington, D.C., Los Angeles et Chicago, les centres de résistance à Trump, des villes à vote démocrate, sont en train d'être militarisés. Chicago est la prochaine. Washington et Los Angeles ont déjà été militarisés. Ce que cela signifiera lors des élections de mi-mandat, c'est un effort concerté pour utiliser l'armée sous prétexte de lutter contre le trafic de drogue, les gangs criminels et le fentanyl. Tous ces mythes ou idéologies sont utilisés pour militariser le champ de bataille intérieur parce que Trump est en train de perdre, afin de s'assurer qu'il ne perde pas cette guerre. Maintenant, mettez les deux ensemble et revenez à votre question. Comment diriger un gouvernement pour donner l'impression de gagner sans jamais perdre? Comment faire en sorte que votre politique étrangère semble être une politique de paix alors qu'elle est en réalité une politique de guerre? Et comment s'assurer que vous pouvez continuer à compter sur la victoire, la rétention et le contrôle du Congrès, qui sera perdu si les élections de mi-mandat sont perdues? Puis préserver votre pouvoir, la retraite de Trump, la fortune de son fils et celle de sa femme. Tout cela doit être préservé avant 2028. Gardons donc à l'esprit le calcul froid et rationnel qui se cache derrière tous les discours, derrière toute l'idéologie, derrière toute la démonstration d'armes. Je pense que cela aide à comprendre pourquoi, quand on regarde Lutnick menacé de cette façon, regardez son sourire. Ses dents sont trop blanches pour un homme de son âge. Ce sont des gens dans la performance, et cette politique de la menace comme spectacle ne fonctionne tout simplement pas auprès de l'électorat crucial qui préserve tous leurs acquis, l'électeur américain. John, tu as mentionné, ils essaient d'éviter de perdre ce qui se passe en Ukraine, mais il me semble qu'ils essaient de repousser cela. Et nous avons vu, pardon, je ne t'ai pas entendu. Repousser? Un n'est pas entendu le verbe. Ils essaient de repousser cela. Oui, parce que nous avions le même état d'esprit et la même stratégie en Irak et en Afghanistan. Mais la différence entre l'Ukraine et ces cas-là, c'est que l'escalade, la domination qu'ils avaient en Irak et en Afghanistan, ils ne l'ont pas en Ukraine. La Russie a l'avantage en Ukraine. La Russie peut faire ce qu'elle veut. Ils se tournent de l'Europe vers d'autres régions. Même avec leur économie, ils essaient de gérer cela. Et militairement, ils ont la domination en Ukraine. Je ne comprends pas pourquoi les États-Unis essaient de continuer à repousser ce qui se passe en Ukraine, car au final, il n'en sort rien de bon pour l'Ukraine, et certainement pas pour les États-Unis. Ils n'en tireront rien de positif. Attendez une minute. Je veux dire, je suis d'accord avec votre conclusion. Mais sur le chemin qui mène à votre conclusion,
Voyons si nous pouvons apporter quelques clarifications. Tout d'abord, la Russie ne dispose pas d'une liberté de manœuvre totale. Le coût de toutes les opérations terrestres tactiques, ce sont des Russes tués ou blessés. Et le président Poutine est aussi sensible que n'importe quel autre homme politique, et à bien des égards plus sensible encore, au fait qu'il y a un coût élevé en pertes humaines pour la liberté de manœuvre. Gardons également à l'esprit que les Ukrainiens bénéficient de fortifications de l'OTAN et des Américains depuis 2014. Cela fait 11 ans, et que le moment choisi pour l'opération militaire spéciale était la dernière minute avant que la base de fortification ne soit utilisée par les forces ukrainiennes et de l'OTAN pour percer et reprendre la Novorossiya, les 4 régions. Donc, ce que vous voyez, c'est la capacité de l'armée ukrainienne, avec des effectifs en diminution et une capacité de réapprovisionnement réduite, à mener un combat efficace et coûteux pour le camp russe. Ainsi, le camp russe doit avancer lentement. Et je ne suis pas d'accord avec ceux, dans notre univers de podcast ou dans la presse écrite, qui affirment que le camp russe peut avancer rapidement. Oui, le camp russe pourrait avancer rapidement, mais le coût humain en virus serait trop élevé. À cet égard, avancer lentement à l'approche de l'hiver constitue la base de la très forte et stable popularité publique du président Poutine. C'est aussi la base de la très forte approbation du public russe envers l'armée. Elles sont presque équivalentes. Et gardez à l'esprit que les femmes russes sont beaucoup plus sensibles que les hommes au fait que la Russie négocie et combatte en même temps. Les hommes ont tendance à ressentir, surtout maintenant par rapport à janvier ou février, que la confiance que Trump incarnait, une alternative américaine axée sur la paix, a disparu. L'opinion publique masculine russe soutient davantage l'accélération et l'achèvement de l'opération. L'opinion des femmes russes est « Épuisons toutes les possibilités de négociation, car c'est nous qui paierons le prix en vies humaines si l'on choisit l'autre option. » Cela doit constituer une restriction très importante à la liberté de manœuvre russe. Deuxièmement, le président Poutine a rencontré quelques difficultés, je pense qu'il vaut mieux le dire très clairement, à Vladivostok, en essayant de défendre la décision de la Banque centrale russe de maintenir les taux d'intérêt à 18%. Il s'est tout simplement embrouillé. Il ne peut pas ne pas défendre Elvira Nabiolina, la gouverneure de la Banque centrale, qui l'a renommée. Il ne peut pas défendre le taux d'intérêt de 18%. Il ne peut pas défendre la campagne visant à réduire l'inflation, tout en refusant de le faire, alors que ces politiques sont de plus en plus attaquées, non seulement par les experts économiques que le président n'écoute pas, comme Sergueï Glaziev, qui a été évincé du Kremlin, mais aussi par le milieu des oligarques et celui des banques d'État, comme German Gref et la VEB, etc. On peut voir les difficultés du président à Vladivostok pour défendre une politique intérieure où un taux d'intérêt de 18% est écrasant et ralentit l'économie. Cela est exagérément amplifié dans la presse étrangère. Je ne vais pas défendre leur point de vue. Je souligne simplement que le président a un problème avec ce ralentissement. Il doit donc, et c'est là son habileté, mais aussi une frustration pour ceux d'entre nous qui analysent les alternatives. Il doit trouver un équilibre. Ce qu'il a fait, c'est dire « j'ai consulté tous les experts ». Ce n'est pas vrai. Il affirme que la Banque centrale a fait un très bon travail. Cela n'est pas cru, même pas par German Gref, le président de la Sberbank. Ainsi, la contradiction fondamentale à laquelle le président ne parvient pas à faire face, contrôler l'inflation, gérer la guerre et diriger l'économie, est essentiellement, du point de vue de Glaziev et de son groupe d'économistes, une fonction de l'État, et la Russie doit accepter la planification étatique. Si cela ressemble à de la planification étatique, si cela rappelle l'URSS, si cela évoque la doctrine du Parti communiste, c'est bien le cas.
Par conséquent, il existe une forte volonté de la part du président Poutine de s'y opposer. Et pourtant, en feuilletant les pages de son discours à Vladivostok, il souhaite soutenir toutes les fonctions de planification étatique. Il était en Extrême-Orient l'autre jour, et il a déclaré, je le cite, « Toutes ces mesures sont unies au sein du vaste programme d'État pour le développement de l'Extrême-Orient. Ce programme fixe des objectifs ambitieux en matière d'investissement en capital. Aujourd'hui, dans l'Extrême-Orient, il est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Je pourrais continuer. On le voit peiner à accepter que la stratégie d'État exige davantage de planification étatique, pas moins, davantage d'investissement public lorsque l'investissement dit privé échoue ou ne fonctionne pas. Il dit donc, je cite encore, « Les instructions nécessaires ont été données. J'espère que le gouvernement et nos collègues de la région continueront d'accorder une attention particulière au développement des petites et grandes centrales hydroélectriques. » Les instructions ont été données. Cela ne ressemble-t-il pas à la planification étatique de l'ère du Parti communiste? Eh bien, c'est le cas. Mais dans l'exercice d'équilibriste de Poutine, il faut composer avec des groupes d'intérêts contradictoires. Ainsi, au sein de l'économie nationale que la Russie tente de gérer, il existe des conflits et des résistances face au ralentissement. Et soyons justes. Mener une politique de guerre contre l'OTAN et les États-Unis sur un champ de bataille en Ukraine, alors qu'il prévoit de l'étendre à la Pologne, que les États-Unis envisagent de l'étendre à la Finlande, et ainsi de suite, ainsi qu'en Extrême-Orient et au Sud. Et en même temps, lutter pour équilibrer le capital d'État et le capital privé. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Deuxièmement, le style du président Poutine est de chercher le compromis. Un peu de ceci, un peu de cela. Et malheureusement, ce type de compromis aboutit parfois à un résultat plus défavorable que si l'on avait fait un choix sans chercher à combiner. Je parle de façon abstraite, mais nous n'avons pas le temps d'entrer dans les exemples. Donc, pour résumer, la Russie n'est pas faible, mais elle doit répondre à la fois aux exigences internes, à ses propres électorats et aux menaces extérieures. Et elle le fait de manière bien plus honnête et efficace que n'importe lequel de ses adversaires ou ennemis. Il faut le reconnaître et évaluer l'équilibre. C'est le camp gagnant, mais il ne gagne pas rapidement. John, quand on regarde de l'autre côté, si l'on observe les pays qui importent le plus de pétrole russe, on voit la liste suivante. La Chine, l'Inde, la Turquie, l'Union européenne et le Brésil. L'administration Trump a décidé de ne pas s'attaquer à la Chine parce qu'elle est trop grande, trop importante pour les États-Unis. Mais il me semble qu'une partie du pétrole qui va en Inde et en Turquie revient en Europe. Oui, en tant que produit raffiné. Oui. Donc il semble en quelque sorte que l'administration Trump ait décidé que si l'Europe coopérait avec eux, il pourrait exercer beaucoup de pression sur la Russie. Je ne sais pas si l'Europe en serait capable. C'est vraiment délicat. Vous avez vraiment mis le doigt sur un point très intéressant. Analysons cela un peu. Oui, le pétrole brut russe va en Turquie, en Inde, et il passe parfois par des raffineries grecques, parfois sur des pétroliers grecs, vers l'Europe. Et cela permet de maintenir le prix du pétrole et l'inflation pour les consommateurs européens à un niveau bas. D'accord. Comment pouvez-vous mettre en place le type de budget de réarmement auquel l'Allemagne, l'Angleterre, la France et l'Italie se sont tous engagés si vous êtes dans un contexte de forte inflation où vos électeurs ne peuvent pas conduire leur voiture, ne peuvent pas chauffer leur maison en hiver, et ainsi de suite. Donc, les Européens doivent maintenir l'inflation des produits énergétiques
à un niveau bas. Their inflation of energy products down. The US is pushing on the Les États-Unis poussent actuellement les Européens à imposer un niveau de sanctions contre les produits pétroliers russes transitant par l'Inde et la Turquie, car ils souhaitent faire augmenter le prix du pétrole. Ce serait l'effet recherché. La secrétaire à l'énergie, Granholm, admet que le prix du pétrole de schiste, le prix du pétrole brut, le prix du GNL provenant des États-Unis, toutes les exportations américaines vers l'Europe, qui remplaceraient ce que l'Europe importe actuellement, seraient bien plus chères. Donc cette démarche va faire monter le prix du pétrole, n'est-ce pas? Cela ne fera pas qu'augmenter le prix du pétrole en Europe. Cela fera aussi grimper le prix du pétrole aux États-Unis. Vous avez d'ailleurs vu les efforts répétés de Trump et de la machine de la Maison-Blanche. Remarque, les machines à tweets dirigées par Stephen Miller. the White House machine. The tweet machine's run by Stephen Miller. You can see his hand and his language in many of Trump's. Vous pouvez voir son influence et son langage dans de nombreux tweets dits de Trump. A combination of Ils ne peuvent pas faire face à la fois à la menace de pertes humaines américaines si des troupes sont déployées quelque part et à la hausse de l'inflation aux États-Unis. rising US inflation. Trump se vante de ses résultats face à l'inflation sous Biden. Il se retrouve donc face à un dilemme. He has a problem. S'il impose davantage de sanctions secondaires sur le commerce du pétrole russe, il risque de faire grimper l'inflation des prix du pétrole aux États-Unis, ce qui est mauvais pour les électeurs, mais très bon pour les affaires de pétrole de schiste du secrétaire à l'énergie, Chris Wright. Alors que faire? Eh bien, il ne fait rien. Il parle fort. You do nothing. M. Wright menace de ne pas introduire de nouvelles sanctions secondaires, la fameuse deuxième phase à laquelle Trump a fait référence, la deuxième ou troisième phase des sanctions américaines en guise de punition pour sa déception. Phase of US sanctions as punishment for his disappointment in Putin. You won't inflict it unless the Europeans Vous ne l'imposerez pas, à moins que les Européens acceptent d'arrêter d'importer du pétrole russe sous cette forme. What is the secondary sanctions? Alors, à quoi correspond réellement la menace de sanctions secondaires? Pick the countries Comme tu l'as dit, Nima, that the US il s'agit de cibler les pays que les États-Unis, que M. Lutnick, M. Wright et les autres considèrent comme bien plus vulnérables que les Européens, et contre lesquels les Chinois sont incapables de riposter d'une manière qui ferait grimper l'inflation aux États-Unis. C'est l'approche Dan Kane, c'est l'approche Trump, campaign approach. pour anéantir quelqu'un que l'on pense faible. The Trump approach to obliterating Et ça ne se passe pas comme ça. I think is weak. And it doesn't work out that way. And so let's see if they can accommodate. Alors voyons s'ils peuvent mettre leurs menaces à exécution contre l'Europe, In fact, the alors qu'en réalité, l'Union européenne n'arrive pas à agir collectivement, et d'autres membres de votre équipe de podcast l'ont déjà souligné. La Slovaquie et la Hongrie ne vont pas être d'accord. Pourquoi? Parce qu'elles sont bien plus dépendantes que les autres. C'est pour cela que les Ukrainiens attaquent l'oléoduc Druzhba. Et concernant la question de ce qu'il faut faire avec la Slovaquie et la Hongrie, existe-t-il une alternative façon Trump qui pourrait les amadouer? Eh bien, je ne l'ai pas encore vu. Et vous? Au lieu de cela, lorsque le président Poutine a rencontré récemment le premier ministre slovaque, Robert Fico, ils ont discuté de cette attaque ukrainienne contre les livraisons de pétrole et de gaz vers la Slovaquie. Poutine a dit, eh bien, si c'est ce qu'ils vous font, pourquoi me ça? Well, if that's what they do to you, why don't you retaliate? Why don't you cut off your exports of electricity to the Ukraine? Pourquoi ne coupez-vous pas vos exportations d'électricité vers l'Ukraine? Ce serait une belle riposte. On aurait presque dit que le président Poutine donnait le même conseil à l'état-major russe. Frappez leur approvisionnement en électricité. Frappez les jonctions où l'électricité slovaque, roumaine, polonaise et d'autres pays européens entrent en Ukraine pour compenser la perte de capacité de production électrique à l'intérieur du pays. Pourquoi la Russie, ou l'état-major qui sait parfaitement comment faire sauter les jonctions de production et de distribution d'électricité, pourquoi ces jonctions d'importation à l'intérieur de l'Ukraine n'ont-elles pas été attaquées? Le président Poutine dit à Fico, n'exportez pas. Pourquoi n'a-t-il pas dit à l'état-major, frappez les jonctions d'importation?
Eh bien, ce ne sont pas des problèmes simples. These aren't simple problems. So you raised a good question. Vous avez soulevé une bonne question concernant le problème européen. Et les problèmes européens sont multiples. Chaque régime fragile ne peut pas se permettre une inflation des prix du pétrole, surtout pas à l'approche de l'hiver, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le problème de la Slovaquie et de la Hongrie pour commencer. Troisièmement, il y a le risque d'inflation intérieure aux États-Unis. Quatrièmement, il y a la réticence du président Poutine à donner au chef d'état-major le feu vert total pour une guerre électrique totale. Et pendant que tout le monde fait cela, nous parlons des termes de la négociation, qui en réalité n'avancent pas du tout. Ai-je répondu à votre question? J'espère que oui. John, n'est-ce pas incroyable que la Slovaquie et la Hongrie, sous l'administration Biden, aient été si vocales à propos de ce qui se passe en Ukraine? Mais avec la nouvelle administration, elles sont en quelque sorte en retrait. On n'entend plus beaucoup de commentaires de la part de ces deux pays. Tu as mentionné la Slovaquie. Fico est allé en Russie, puis a parlé avec Zelensky. Je ne vois aucun geste diplomatique de la part de la Slovaquie. C'est juste une tentative de faciliter l'approvisionnement énergétique qu'ils reçoivent de la Russie. Vois-tu autre chose que cela? Je ne le sais pas, mais je dois vous donner cette mise en garde. Je ne suis pas en position de dire grand-chose sur la politique interne slovaque, ni même sur la politique interne hongroise. En ce qui concerne les Hongrois, j'avais autrefois de meilleures sources, mais elles ne sont plus là. Nous savons que M. Orbán a essayé de développer sa propre relation personnelle avec Trump, à la fois avant l'élection et depuis. Mais je dois simplement dire que je ne connais pas la réponse à votre question. Je ne connais pas assez bien la politique interne hongroise et slovaque. Parce qu'une partie de l'illusion que j'avais à propos de Donald Trump et de son administration venait d'Orbán. Il disait que si Donald Trump arrivait au pouvoir, il mettrait fin au conflit en Ukraine aussi vite que possible. Ce n'était pas le cas. Et les problèmes entre les États-Unis, tout l'Occident et la Russie sont bien plus profonds que cela. Oui, nous l'avons appris. Au moins grâce à la réapparition de nouvelles vidéos de Vladimir Poutine parlant et à la révélation de documents montrant que l'Union soviétique voulait faire partie de l'OTAN en 1954, avant la formation du pacte de Varsovie. Puis-je, eh bien, laissez-moi, voulez-vous que je réponde? D'abord, sur le point que vous souleviez à propos d'Orbán, j'ai effectivement rapporté, avec l'aide de certaines sources hongroises à l'époque, que Orbán était allé rencontrer Trump. Mon propre avis à ce moment-là était qu'Orbán cherchait à se mettre en avant et exagérait la portée de ses conversations afin de se présenter comme un acteur bien plus important en Europe qu'il ne l'était réellement, pour obtenir plus de marge de manœuvre dans les négociations sur les transferts budgétaires entre Budapest et Bruxelles. Tout cela a échoué, mais je ne peux pas vous en dire plus que ce que j'ai dit à l'époque. Passons maintenant à la question intéressante de la proposition de Vyacheslav Molotov de mars 1954, qui aurait offert que l'Union soviétique puisse rejoindre l'OTAN. J'ai le document de Molotov sous les yeux. Auditeur, si vous le souhaitez, je le mettrai en ligne sur Dances with Bears. Ou bien tu peux mettre le lien, Nima. Soyons clairs sur ce qui se passait réellement. D'un côté, Staline était préoccupé, et il avait raison de l'être, à ce stade très précoce du régime soviétique, par la capacité de guerre nucléaire comparée à celle des États-Unis, et il faisait face à un ensemble massif de plans de guerre que Daniel Ellsberg a publié, proposant de détruire entièrement la Russie à cette époque. Ce qui préoccupait la direction soviétique, c'était de minimiser,
réduire ou détourner ce qu'elle considérait comme la menace européenne d'attaquer la Russie, l'Union soviétique et les États-Unis. Ils essayaient d'atténuer et de minimiser la menace de guerre. Mitigate and minimize the war threat. And you can see that in this document. Et vous pouvez le voir dans ce document. En même temps, il est indiqué dans le document que Molotov demandait au Présidium de convenir qu'il était nécessaire pour l'Union soviétique de faire preuve de flexibilité sur un plan de sécurité européen afin que les forces politiques nationales qu'il pensait exister en France, le Parti communiste et la gauche, au Royaume-Uni, en Italie et ailleurs, puissent opposer une résistance suffisante aux dépenses de guerre en 1954 pour empêcher, dissuader ou limiter le développement d'une force de défense européenne ou l'expansion de l'OTAN. Nous parlons ici de 1954, et je reviendrai sur cette date dans un instant. Troisième point que révèle le document Molotov. L'Union soviétique a proposé que la Chine communiste, la Chine continentale, Pékin, soit invitée dans le théâtre européen, afin, pour ainsi dire, d'assurer un arrangement de sécurité mutuelle et réciproque. Quatrièmement, la proposition soviétique visait à réduire les bases américaines en Europe. Tels sont les objectifs du document. À l'époque, on pensait que si l'Union soviétique semblait intéressée à discuter de l'adhésion à l'OTAN, elle pourrait neutraliser la menace de guerre. Elle pourrait mobiliser l'opinion publique intérieure en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni contre une nouvelle guerre avec la Russie. Ils pensaient qu'inclure la Chine en tant qu'observateur au Conseil de sécurité des Nations unies renforcerait l'influence russe. Enfin, les Soviétiques voulaient réduire l'armement, la capacité de puissance de feu et la présence des troupes et bases américaines en Europe. Maintenant, regardons ces quatre objectifs. Que voyons-nous? Eh bien, nous voyons l'effort du ministère russe des Affaires étrangères, le 17 décembre 2021, pour proposer des traités de sécurité mutuelle et réciproque pour l'Europe, pour l'OTAN et pour les États-Unis, qui sont très similaires dans leur intention et leur objectif à ce que prévoyaient les documents de 1954. Et qu'est-il arrivé? Eh bien, nous savons que, dès 1954, les Européens et les Américains ont rejeté la proposition soviétique d'emblée. Et exactement le même traitement a été réservé par l'administration Biden aux propositions de traité de décembre 2021 venant de la Russie. Il n'est donc pas vrai que la Russie, ou le président Poutine aujourd'hui, ou l'Union soviétique à l'époque, s'attendait à être accueillie au sein de l'OTAN. Staline était mort en 1954, mais la proposition de Molotov avait été formulée dans les dernières années du règne de Staline. Ce n'est pas le cas que la Russie s'attendait à être accueillie dans l'OTAN. En revanche, il était nécessaire de démontrer que l'OTAN était une machine de guerre offensive, disons, ou d'inciter les opinions publiques de gauche significatives des États membres de l'OTAN à s'y opposer. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes bien plus mal en point aujourd'hui qu'à l'époque, nous, c'est-à-dire tous les Européens. Il n'existe aucun mouvement anti-guerre dans aucun des États. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, tous sont désormais engagés dans une remilitarisation à un degré qu'ils n'étaient pas capables d'atteindre en 1954. Donc, du point de vue russe, d'un point de vue politique, il n'existe plus de mouvement anti-guerre nulle part aujourd'hui. Il n'y a que la Russie pour se battre seule, mais pas tout à fait seule. La Chine, encore une fois, est une alliée. L'Inde aussi, la Corée du Nord également. Donc les alliés sont là, et la Russie fait de son mieux, le président Poutine fait de son mieux, pour élargir cette alliance avec la réunion de l'OCS et les BRICS. Mais ils ne sont pas encore comparables, en termes de force d'alliance, à l'autre camp. Ce que je peux dire, c'est qu'il est utile de se rappeler ce que Molotov avait proposé à l'époque, pour comprendre que la pensée soviétique d'alors
n'était pas si différente de la proposition du ministre des Affaires étrangères Lavrov en décembre 2021. Mais l'avancée de l'OTAN contre la Russie est bien plus grande aujourd'hui. La présence militaire américaine en Europe, en termes numériques, on pourrait dire, n'est pas si importante. Mais les conditions de la réunification de l'Allemagne que Mikhaïl Gorbatchev a acceptées n'impliquaient pas la réduction des troupes américaines en Allemagne, l'une des plus grandes, des plus insensées ou des plus traîtresses erreurs de Gorbatchev. Aujourd'hui, nous savons grâce à la déclassification des archives de la Maison-Blanche, aux Blair Papers de la bibliothèque Clinton et à d'autres archives déclassifiées, sur lesquelles j'ai écrit dans Dances with Bears au fil des années, nous savons que l'administration Clinton a continué à pousser pour l'élargissement de l'OTAN. Et Yeltsin, Boris Yeltsin, alors président, acceptait souvent. Il l'a fait, mais il a dit que sa position n'était pas tout à fait claire, pas tout à fait ferme, pas tout à fait publique. Parmi les choses auxquelles Boris Yeltsin a consenti, figurait le renvoi du Premier ministre. Oh mince, j'ai soudain oublié. Primakov. Yevgeny Primakov a été évincé sous la pression de l'administration Clinton parce que Boris Yeltsin était un lâche. Or, ce que révèlent les archives déclassifiées, c'est la pression continue pour étendre l'OTAN jusqu'à la frontière russe, avec une résistance timide d'Yeltsin, une véritable résistance de Primakov, surtout pendant la campagne de bombardement contre la Serbie. Mais il a été écarté, parce que les États-Unis le voulaient ainsi. Maintenant, est remplacé dans les discussions avec les Américains par cet autre traître russe, Anatoly Chubais, actuellement résident en Israël, en fuite face à d'énormes accusations de vol en Russie. Donc je suis désolé, c'est un peu virulent, mais il est nécessaire de montrer que ce qui a commencé avec la proposition Molotov de mars 1954, et je suis content que tu l'aies évoqué, Nima, a été répété au fil des années dans le cadre du plan de guerre continu des États-Unis, du plan de guerre européen, du plan de guerre allemand. Et ces plans de guerre, si l'on peut dire, renaissent avec des sommes d'argent colossales. Maintenant, tu as soulevé une question importante, Nima. Pourquoi les Européens paient-ils? Est-ce une proposition de guerre perdante pour les Américains? C'est l'administration Trump. Nous sommes nombreux à ne pas être d'accord. Le calcul de l'administration Trump est qu'en enchaînant correctement les guerres, en évitant de les perdre, comme l'exige le général Kane, en faisant des démonstrations spectaculaires d'anéantissement et de puissance de feu, le choc et l'effroi, l'expression a changé d'une administration à l'autre, mais le sens reste toujours le même. En agissant ainsi, les États-Unis peuvent réaliser un profit en forçant leurs amis et alliés à les payer pour les protéger d'une Russie qu'ils entendent continuer à combattre. Et l'idéologie nécessaire pour convaincre les opinions publiques européennes n'est plus qu'une série de faux semblants. Novichok était un faux. En 1954, l'Union soviétique et le Présidium croyaient qu'il existait de véritables partis politiques s'opposant à ce type de réarmement et de remilitarisation. Mais cela n'existe plus aujourd'hui. Cela a complètement disparu maintenant. C'est donc une comparaison historique très intéressante que nous pouvons faire. La Russie est plus forte vis-à-vis de l'Europe qu'elle ne l'était à l'époque. L'OTAN est plus forte qu'elle ne l'était alors. Le danger d'un conflit nucléaire entre les deux puissances est sans doute plus grand aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Mais la détermination des États-Unis à poursuivre la guerre reste la même. Et cela ne peut pas être résolu par une victoire russe en Ukraine. Nous passerons simplement à d'autres terrains. C'est pourquoi la négociation pour soi-disant une fin de la guerre se concentre sur la préservation d'une Ukraine résiduelle, qui restera, un peu comme Idlib l'a été pour les Turcs,
contre la Syrie, un fer de lance permanent dirigé contre la Russie, tandis que la Pologne se réarmera, l'Allemagne se réarmera, et ainsi de suite. John, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent quelque chose comme Idlib en Ukraine pour prolonger le conflit. Et c'est certain qu'ils le font. Et les bandéristes, les azovistes, les néo-nazis possèdent tout l'équipement mental, appelons-le ainsi, l'idéologie de la haine raciale, de la haine religieuse, et ainsi de suite, comme on l'a vu à Idlib. Deuxièmement, il n'existe aucune autre forme d'emploi. Ces gens ne savent pas forer des puits de pétrole. Ils ne savent pas cultiver du maïs. Ils ne savent pas faire pondre des œufs à des poules. Ils ne peuvent pas mener un commerce normal avec leurs voisins. Leur économie est militaire. Leur force de travail est mercenaire. Ils ont vécu de la corruption et du détournement de l'argent affluent vers l'armement ukrainien. Ils ont vécu de la contrebande. Aujourd'hui, ils vivent du fait d'être engagés comme mercenaires pour les États-Unis, en Afrique et ailleurs dans le monde. La dénazification de l'Ukraine est en ce sens impossible. Mais ce que la partie russe doit faire, c'est contenir cette Idlib aussi petite que possible, mettre une zone tampon aussi grande que possible autour de cette Idlib près de Lviv. Disons, le cœur des attaques allemandes racistes contre les Juifs, les Polonais et les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, afin de l'isoler du reste du monde civilisé et de la laisser devenir le problème, comme les Polonais le comprennent, de la Pologne et surtout de la Hongrie. Donc oui, voilà l'avenir sombre qui s'annonce. Une Ukraine partitionnée, une Idlib autour de Lviv, entre Lviv et Kiev. Elle peut être occupée par des officiers d'état-major canadiens à la retraite. Elle peut être occupée par des agents des services de renseignement britanniques et américains. Elle peut être occupée par des sociétés de mercenaires américaines, comme tous proposent de le faire pour gagner de l'argent. Cependant, rappelons-nous que le président Poutine a déclaré, en tant que politique russe, que la présence de forces étrangères en Ukraine les rendait cibles de notre destruction. Makes them a target for our destruction. John, you've mentioned something, I think it's so important. John, tu as mentionné quelque chose que je trouve très important concernant l'escalade qui pourrait survenir entre la Russie et l'OTAN. Penses-tu que l'Europe se trouve dans une position où certaines personnes en Europe, je ne sais pas exactement qui, pourraient aggraver la situation au point d'impliquer les États-Unis dans le conflit? Parce que nous savons que l'administration Trump est incapable de gérer quoi que ce soit d'autre. Tu te souviens que lors de son premier mandat, il y a eu le Russia Gate. Il avait tous les faits de son côté, et malgré tout, il n'a rien fait. D'une manière ou d'une autre, chaque fois qu'il parlait du problème, il abordait d'autres sujets et compliquait la situation avec son esprit simpliste. Je pense que c'est pour cela qu'il n'est pas capable de gérer quoi que ce soit. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu Donald Trump être capable de quoi que ce soit concernant le conflit en Ukraine. C'est pourquoi je crains tant une nouvelle escalade entre l'OTAN et la Russie. Si cela arrive, je ne vois pas l'administration américaine capable de la gérer. I don't disagree. Je ne suis pas en désaccord. Nous avons en quelque sorte commencé par dire que l'administration Trump, en particulier le Pentagone, la Maison-Blanche, le Conseil de sécurité nationale et le département d'État utilisent la confusion et l'incertitude comme tactique et que c'est aussi un handicap politique, une faiblesse politique. On peut insister sur ce point, comme vous venez de le faire. Ils sont incapables de résoudre certains problèmes politiques. Ils pensent cependant qu'ils sont capables de résoudre des problèmes militaires lorsque les conditions sont telles que personne ne s'oppose à eux. Donc, la doctrine de la victoire, la doctrine d'avoir ces magnifiques bâtiments, je crois l'avoir dit la semaine dernière,
l'Old Executive Office Building à Washington, qui se trouve à côté de la Maison-Blanche, était l'ancien ministère de la guerre, et ses ailes représentaient la marine, l'armée et d'autres branches des services militaires. C'est un bâtiment magnifique. Il n'y a rien de comparable, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Pendant mon passage dans l'administration Carter, c'était un plaisir de parcourir ces couloirs et de monter et descendre ces escaliers. Le même ministère de la guerre sur Pall Mall à Londres est aujourd'hui le Royal Automobile Club. Il a été vendu. Lui aussi se trouve dans un très beau bâtiment avec un charmant jardin. Et si l'on a le privilège de se trouver dans ces lieux et de se souvenir du passé, on comprend que du point de vue de Trump, la guerre est belle. C'est une doctrine terrible, mais elle remplace, elle masque, la guerre et la multitude de péchés que vous venez d'évoquer, leur incapacité à résoudre leurs propres contradictions. Eh bien, s'ils en sont incapables, comment le système américain survivra-t-il à l'incapacité de Trump? Réponse. Nous aurons des élections de mi-mandat. Réponse. Stephen Miller et les responsables du dépouillement des votes à la Maison-Blanche essaieront de truquer le scrutin pour ne pas perdre les élections de mi-mandat et feront de même en 2028. Et vous militarisez les villes et les circonscriptions politiques des États-Unis pour éviter la défaite. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais nous devons dire à notre public américain, cela ne s'est jamais produit auparavant. This has not happened before. This level of militarization. Ce niveau de militarisation à l'intérieur du pays, rappelez-vous comment il y avait un mouvement anti-guerre contre la guerre du Vietnam. Et ce n'est pas la raison pour laquelle les États-Unis se sont retirés du Vietnam. L'armée américaine a été vaincue au Vietnam. Elle ne pouvait plus supporter le coup, ni sur le plan intérieur, ni sur le plan militaire, du nombre de pertes infligées par le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne, dans un contexte où le président des États-Unis, Lyndon Johnson, visait à être réélu. Les coups internes, les coups sur le plan international, se sont combinés pour donner naissance à un mouvement anti-guerre aux États-Unis et à une négociation de fin de guerre qui a mis fin à la guerre du Vietnam par le retrait américain. Mais aujourd'hui, nous avons un groupe de personnes qui sont terrifiées à l'idée de revivre un épisode d'évacuation comme à Saigon ou à Kaboul. Ils sont terrifiés à l'idée de perdre des voix, de l'estime de soi, de l'argent et du pouvoir. Maintenant, que puis-je ajouter à cela? Tu as raison, Nima. S'ils sont incapables de résoudre leurs contradictions, celles que nous avons essayé d'exposer aujourd'hui, que vont-ils faire? Leur instinct, c'est la violence. Leur instinct, c'est la répression. Leur instinct, c'est la fraude. Frauder le budget des États-Unis. Frauder le contribuable. Leur instinct, c'est, nous venons de le voir, ils viennent d'arrêter, d'enchaîner et d'expulser un groupe de travailleurs sud-coréens d'une usine qu'ils essaient d'attirer comme investissement sud-coréen entrant aux États-Unis. Leurs instincts sont en contradiction avec leur politique. Est-ce, de ton point de vue, un exemple de confusion et d'incapacité? John, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je ne devrais pas avoir le sourire. Ce dont nous discutons ici est sérieux, au-delà des sourires, n'est-ce pas? Mais merci de m'avoir invité. Exactement. Grand plaisir. Talk to you, John. À bientôt, John.